Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous joignent pour cette conférence, effectivement, sur le thème de devenir consultant indépendant. Donc, je suis Virginie Ringer-Passaos, j'ai deux activités complémentaires. Je suis consultante en ressources humaines pour accompagner des entreprises en plein développement et je suis également formatrice, notamment en management et en connaissance de soi-même. Voilà. Et avant ça, j'ai eu une expérience pendant 20 ans en ressources humaines dans différents secteurs d'activité et dans les 10 dernières années, plutôt dans des entreprises, mode start-up, qui se développaient extrêmement rapidement, ce que j'ai décidé de reproduire pour différents clients. Et j'interviens, bien sûr, en tant que formatrice pour Créactif, qui organise cette conférence aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir ensemble, parce que j'imagine que si vous vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous pensez éventuellement à devenir consultant indépendant et vous posez la question si votre projet reflète une réalité. Et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est la posture et la personnalité d'un consultant, votre valeur ajoutée pour devenir consultant, le prix de votre offre. Effectivement, c'est un élément économique important pour voir si votre projet est viable. Et les points d'attention et de conseil pour devenir consultant. En termes de posture et de personnalité, c'est vrai qu'auparavant, on pouvait voir des consultants qui étaient extrêmement généralistes et qui, malheureusement, en tout cas maintenant, on n'est plus là-dedans, on est dans le domaine d'expertise. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est avant tout on a repris la définition de Peter Drucker, celle du T-Man, où on va retrouver à la barre horizontale une forte culture générale d'un ou de plusieurs secteurs d'activité qui va reposer sur un fondement d'une expertise technique solide. Quant au trait de personnalité qu'on va rechercher chez un consultant indépendant, c'est avant tout l'intégrité, parce qu'on va s'engager sur des délais, on va s'engager aussi sur un niveau de compétence pour réaliser la mission. Il faut être également persévérant, il faut être tenace, parce que lorsqu'on est consultant indépendant, on est souvent seul. Donc, il faut avoir ce qu'on va trouver en troisième, savoir de la discipline personnelle, de l'autonomie. On travaille moins en équipe, sauf si vous voulez avoir des partenaires ou des associés, etc., peut-être plus tard ou même au démarrage. Et également, il faut être un excellent communicant. En tout cas, ça s'apprend. Il faut être à l'aise avec les personnes, différents publics que vous pouvez rencontrer, parce qu'il va falloir s'adapter aussi à son interlocuteur. Et puis ensuite, la communication, ça s'améliore au fur et à mesure. Le côté problem solving, curiosité, réflexion et créativité, ce sont quand même des qualités, des compétences qu'on recherche de plus en plus avec les salariés, même au niveau global, mais encore plus, je dirais, que lorsque vous passez de l'autre côté et que vous devenez consultant indépendant. On vient vous chercher aussi où on vous trouve parce que vous allez aider à penser out of the box. À un moment donné, l'entreprise, l'organisation peut rencontrer une problématique et n'arrive plus à faire face elle-même. Elle a besoin de s'inspirer à l'extérieur. Des meilleures pratiques externes aussi, et puis sortir un petit peu la tête de l'eau. Et vous devez être là pour apporter des solutions qui peuvent être nouvelles, et pas juste pour repérer des problématiques, mais vraiment être apporteur de solutions. Et pour ça, il faut être curieux, il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Il faut se servir des meilleures pratiques exercées dans différents domaines. Et puis également la réflexion et la créativité. Bien évidemment, il faut avoir des fortes capacités d'adaptation parce que vous allez travailler avec différents clients. C'est plus quand vous êtes salarié, vous avez un employeur, une équipe, des collègues. Là, c'est différent. Vous avez des clients différents, des personnalités différentes, des contextes qui sont aussi différents, des organisations qui peuvent être différentes, des valeurs aussi de l'entreprise qui peuvent être différentes. Donc, il va vous falloir vous adapter à chaque fois à ce client. C'est un exercice qu'on nous demande moins lorsqu'on est salarié, du fait qu'on doit le faire quand on intègre la structure,
Mais ensuite, on est un peu comme un poisson dans l'eau, et puis, ou pas d'ailleurs. Mais si on y reste, c'est qu'en général, ça se passe bien. Et dans ce cas-là, on s'adapte, je dirais, une fois majoritairement. Alors que là, il va falloir vous adapter à 3, 4, 5 clients en même temps. L'empathie et l'écoute, évidemment, ce sont des qualités qui sont essentielles dans la personnalité d'un consultant. Il faut être capable de détecter quelle est l'attente de votre interlocuteur. Parfois, il sait le livrer facilement, parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour ça, il faut développer des capacités, notamment d'écoute. Donc, avec de la reformulation, enfin, il y a des techniques qui sont faites, que d'ailleurs Créactive propose, pour pouvoir justement s'améliorer sur ce thème. Savoir aussi qu'avec la pratique, on apprend aussi beaucoup. L'important, c'est qu'on ait envie d'apprendre et de se développer. Évidemment, il faut être un bon gestionnaire parce que demain, vous êtes à votre compte de façon générale, vous êtes un indépendant, eh bien, il va falloir tout gérer vous-même. Vous n'avez plus de service comptable pour gérer la facturation, vous n'avez pas de service administratif pour faire les contrats, vous n'avez pas de commercial pour aller vendre votre prestation. Non, vous faites tout. Vous êtes Shiva, vous faites tout vous-même, quoi. Donc forcément, ça reprend le point sur la discipline personnelle et l'organisation. C'est que en tant que bon gestionnaire, vous savez vous organiser, vous savez organiser votre semaine, vous savez qu'il y a des périodes sur lesquelles il va falloir travailler sur votre comptabilité, d'autres il va falloir travailler sur votre réseau, etc. etc. Et puis, évidemment, effectuer vos missions et faire de la production. Et tout ça, il faut avoir quand même des capacités d'organisation et savoir gérer l'ensemble. Vous allez tout faire. Et puis, je terminerai sur ce que moi j'appelle le drive, autrement dit aussi la motivation, le fait que demain, vous êtes seul, il va falloir vous driver tout seul. Et puis, il va falloir vous sortir la tête de l'eau aussi tout seul. On verra par après qu'il faut faire très attention justement à ne pas s'isoler, qui est un écueil qui peut être fréquemment retrouvé, pour pouvoir durer justement. Alors, la valeur ajoutée. Demain, vous vous mettez en tant que consultant, dans différents domaines, ça peut être graphiste, informatique, financier, etc. L'idée, c'est de savoir définir quelle est votre valeur ajoutée. Donc, une fois que vous avez défini votre cible, donc vous savez quel type de clientèle, quel segment de marché vous souhaitez, etc., vous allez devoir travailler sur la valeur ajoutée de votre prestation de service. En clair, pourquoi vous? Donc, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, finalement? Donc, ça peut être une bonne culture générale d'un secteur d'activité, voire d'autres secteurs. Alors, c'est vrai qu'en France, on a tendance à cloisonner un petit peu les secteurs d'activité. Vous êtes dans l'industrie automobile, ça va être compliqué d'en sortir. Vous êtes dans le luxe, ça va être compliqué d'en sortir. Mais ça tente à changer quand même de plus en plus. Ce qui est une très bonne chose parce que on peut avoir travaillé dans l'industrie et ensuite travailler dans un domaine d'activité qui n'a rien à voir et se servir justement des process qu'on a pu voir et mettre en place et pour pouvoir les assouplir, pour ne pas tuer la créativité, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir il est essentiel de toute façon d'avoir une bonne culture générale de son secteur, mais surtout de s'intéresser aux autres secteurs. J'en ai parlé également en amont. L'expérience, votre expérience, quelle est votre expérience, le nombre d'années d'expérience, la créativité que vous avez en tant que salarié, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et que vous pourrez revendre aussi à un client dans le futur si vous décidez de vous mettre à votre compte. Bien évidemment, votre expertise, donc définir exactement votre niveau de compétence dans tel et tel domaine, ça c'est important. Votre valeur ajoutée demain en tant que consultant, c'est aussi apporter un regard extérieur, un regard neuf et un regard extérieur. Souvent, c'est ce que souhaitent les entreprises. Elles veulent ce regard où vous n'êtes pas jugé parti, vous n'êtes pas là pour défendre vos propres intérêts, vous n'êtes pas salarié de la boîte, vous n'êtes pas là pour vous placer, vous êtes quelqu'un d'extérieur et vous vous portez en tant que conseil. Ce qu'ils recherchent aussi, c'est du conseil sur mesure et dans un langage adapté à la PME. Alors, surtout quand on vient d'un grand groupe, le langage est effectivement différent dans une PME. C'est ce que je disais tout à l'heure, de fortes capacités d'adaptation.
Un chef d'entreprise qui a 20 salariés, ce n'est pas la même chose qu'un directeur de service qui emploie 600 personnes. C'est différent, l'approche est différente. Et ce qu'ils veulent, notamment dans les PME, c'est vraiment du conseil sur mesure. Il faut également inciter les chefs d'entreprise à prendre plus d'initiatives. Certains, faut parfois les freiner, par contre, mais il y en a d'autres qui ont besoin qu'on les booste, qu'on les accompagne, qu'on leur donne confiance pour aller explorer une voie à laquelle ils n'avaient pas pensé. Donc ça aussi, c'est notre valeur ajoutée également. Un point essentiel, la confidentialité et la discrétion. Vous savez, souvent, quand on travaille en entreprise et qu'on est salarié, un secret, c'est parfois difficile à ce que ça reste secret. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, pof, le secret sort et toute la boîte est au courant assez rapidement. Quand on fait appel à un consultant, on a beaucoup plus de chances que les informations qui sont données, les options stratégiques qui peuvent être données, etc., restent confidentielles. D'abord parce qu'on signe aussi des NDA, des Non-Disclosure Agreements, donc des clauses de confidentialité pour pouvoir effectivement, juridiquement, bétonner l'engagement de dire à aucun moment je ne vais dévoiler l'ensemble des informations, parfois qui peuvent être très sensibles, au sein de l'organisation. Donc, ils se sentent à l'aise avec ça, les clients. Ils savent que ça va rester confidentiel et en tant que consultant, vous devez être discret. Donc, la posture du consultant, c'est aussi, on ne parle pas de l'organisation ou de toute information confidentielle qu'on peut avoir, les échanges, etc., en dehors de l'organisation. Votre valeur ajoutée, elle vient également de votre motivation et de votre conscience professionnelle. Le fait de vraiment vouloir atteindre le résultat que vous vous êtes posé avec votre client. Et puis la conscience professionnelle de dire j'arriverai dans les délais et j'atteindrai le résultat qu'on s'est fixé en amont et qui est la raison pour laquelle on a signé ensemble. C'est votre engagement. Alors, quelle est la valeur ajoutée de votre prestation? La première chose à laquelle il faut penser, c'est quels sont les éléments de différenciation. Qu'est-ce que je vais apporter de différent par rapport à mes concurrents? Plus vous arriverez à différencier votre offre de service en tant que consultant indépendant, plus vous pourrez imposer un tarif plus élevé, améliorer votre visibilité et faciliter également les recommandations. Parce que vous allez voir au final, quand vous devenez consultant, comment est-ce que vous trouvez des missions? Par recommandation. Et plus vous êtes réputé pour faire quelque chose de précis, plus vous allez vous donner de la visibilité, vous allez pouvoir communiquer sur cette précision, sur cette valeur ajoutée, sur cet élément de différenciation que vous avez. Et on en a tous une. Quels sont, alors le ROI, le Return on Investment, quels sont les bénéfices attendus? Donc, le retour sur investissement prévisionnel. Donc, à savoir que quand vous allez travailler avec votre client en amont, avant de signer le contrat, vous devez déterminer dès le départ sur, OK, la mise en place de la mission, quels sont les bénéfices attendus de cette mission? Ça peut être un gain de temps, une augmentation de la qualité, une augmentation significative de satisfaction de la clientèle, la baisse des coûts, une hausse de la marge ou tout autre critère, si possible quantitatif et qualitatif. Donc, il y a un vrai engagement quand même de la part du consultant qui peut donner lieu évidemment à beaucoup de négociations avec le client, parce que parfois il veut des choses qui ne sont pas possibles. Il veut souvent des choses très rapidement et il va falloir lui expliquer que ça ne va pas être possible et qu'avant il y a peut-être des étapes préparatoires, etc. Donc c'est aussi beaucoup de conviction, beaucoup d'échanges pour pouvoir fixer un résultat qui est réalisable et dans les délais impartis. Ensuite, l'objectif et les motivations. Il faut impérativement comprendre les objectifs individuels et les motivations personnelles de votre interlocuteur.
que ce soit un chef de service ou que ce soit un dirigeant d'entreprise, ça va vous aider à convaincre d'acheter votre prestation pour son entreprise. Tant que vous n'aurez pas compris quels sont ses objectifs et ses motivations, c'est ça qu'il va falloir aller toucher du doigt, ça va être relativement compliqué de lui vendre la prestation dont il a besoin pour son entreprise. Ah, ça s'est bloqué. Alors, je vais reprendre. Alors, le prix de votre offre. Élément bien évidemment important, sur lequel il y a souvent des questions. Combien, demain vous êtes consultant indépendant, combien est-ce que vous allez pouvoir vendre votre prestation? Ça, c'est la grande question. Et puis également, ça va vous permettre de déterminer, on va voir le prix théorique, qui va vous permettre de déterminer est-ce que, pour vous rendre compte de est-ce que vous pouvez en vivre par rapport à le niveau de vie que vous souhaitez maintenir, ou vous avez décidé d'avoir, etc., en devenant consultant. Alors, la première chose pour élaborer son prix, il faut avoir en tête que votre temps, ça a de la valeur. Et donc, de la valeur découle un prix. Vous vendez des services, des prestations, soit du graphisme, de l'informatique, du conseil, peu importe. Et bien sûr, vous démarrez, vous ne savez pas combien facturer vos prestations. Souvent, c'est un élément avec lequel on n'est pas forcément à l'aise. On n'a pas l'habitude déjà, on était salarié, oui, on a pu négocier son salaire à l'arrivée, oui, on a pu négocier une augmentation, oui, on a pu négocier peut-être une prime, etc. Mais ça s'arrête là. Et même ça, souvent, en tout cas en France, c'est quelque chose de pas si évident que ça, parce qu'on a un rapport à l'argent qui est ce qu'il est et qu'on n'est pas toujours à l'aise avec. Donc, il faut être très clair sur le fait que votre prestation a une valeur, votre travail a une valeur et qu'il va falloir donc vendre cette prestation à sa juste valeur. Alors, sa juste valeur, c'est quoi? C'est là la question. Le prix va être un mélange de 3 données. C'est le prix de votre travail, okay, le prix que votre client est prêt à payer. Toujours est-il que vous allez voir, vous allez définir un prix jour à modifier en fonction de la complexité aussi de l'intervention, bien évidemment, mais vous allez avoir un prix moyen sur lequel vous pouvez osciller à la hausse et à la baisse en fonction de la complexité, en fonction peut-être aussi, on verra plus tard, de la récurrence que vous avez de cette mission avec ce client, etc. etc. Bon, en tout cas, vous avez quand même une idée du prix moyen sur lequel vous pouvez osciller à la hausse et à la baisse. Ceci étant dit, si vous avez le prix que votre client est prêt à payer, certes, mais pas votre prix moyen divisé par 2 non plus. Donc, il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Et puis également, le prix qui est fait par la concurrence. À partir de là, oups, pardon, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Le prix qui est fait par la concurrence. Vous avez plein de moyens d'aller voir vos confrères, ce qu'ils font, regardez aussi leurs spécificités, regardez également si, s'ils font exactement la même chose que vous, si votre valeur ajoutée n'est pas effectivement différente de fait de vos années d'expérience. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience peut se vendre à un tarif aussi plus élevé que quelqu'un qui a seulement 5 à 8 ans d'expérience. Encore est-il dans le même domaine d'activité, bien évidemment. Donc ça, c'est à vous d'aller rechercher l'information et puis vous allez voir dans votre réseau, vous allez avoir différentes manières d'aller chercher l'info. En tout cas, il va falloir vous poser la question concrètement, combien est-ce que mes concurrents, avec une expertise à peu près analogue, comparative, peuvent facturer à leurs clients? Il faut s'assurer aussi que ce sont des bons commerciaux et qu'ils savent se vendre également. Alors, élaborer son prix, le prix théorique. L'idée, c'est de réaliser un petit calcul. Vous allez obtenir un prix qui vous donnera une base de facturation ou plutôt de négociation. Alors, je suis partie sur une hypothèse. Vous êtes consultant indépendant et vous souhaitez vous verser un salaire de 40 000 € net. Ça, c'est l'hypothèse.
On va prendre un nombre moyen de jours travaillés sur l'année égal à 220 jours. En fait, si vous enlevez les week-ends, 5 semaines de congés, les jours fériés, on est à peu près à 220 jours. Vous partez sur un taux de jours facturé à 60%. Donc ça, c'est votre production. C'est votre chiffre d'affaires. Le reste du temps, bah, c'est de la prospection, c'est votre compta, toutes les tâches annexes qui font que, on va le voir plus tard, ça ne va pas être facturable directement. Et on va partir sur une hypothèse également de charge sociale égale à 50%. Voilà, pour faire simple. Après, bien évidemment, c'est adapté en fonction de votre statut juridique. Si vous êtes en SASU, si vous voulez vous mettre en URL, si vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur, etc., forcément, les charges sociales varient. Donc, on part de cette hypothèse. Donc, salaire net cible, 40 000 euros. Charge sociale, on a dit, on part sur une hypothèse de 50%. Donc, 20 000. 40 plus 20, total avec charge sociale, 60 000. On part du principe qu'en général, les frais que vous allez avoir dans votre mission de consultant indépendant, elles sont de l'ordre de 15% de votre chiffre d'affaires. Donc, je viens rajouter 15% du chiffre d'affaires. En l'occurrence, ça nous fait 10 588 euros. Donc, au global, on a 70 588 euros qu'on doit faire comme chiffre d'affaires si on souhaite atteindre 40 000 euros net. Okay. On a dit tout à l'heure qu'on partait sur une hypothèse où on allait facturer 60% des 220 jours où on peut travailler. Donc, le taux de jours facturé, 60%, ça équivaut à 132 jours. Et maintenant, vous allez reprendre, il y a une coquille, c'est pas 70 235, c'est 70 588, que vous allez diviser par 132. Par contre, le chiffre est bon, ça fait bien 535 euros. Voilà. Ça vous donne une idée de voir si c'est réalisable ou pas. Si vous vous apercevez que le tarif à la journée pour gagner la somme dont vous avez besoin, à savoir 40 000, est complètement délirant, que vous vous retrouvez avec un taux de 7 000 euros par jour, bon, peut-être que votre projet n'est pas forcément viable. Donc, il va falloir revoir les choses. Et ce chiffre-là, vous allez le comparer à ce que fait la concurrence pour voir si vous êtes dans les clous ou pas. Donc, c'est une méthode simple qui va vous permettre de voir un petit peu la réalité, voir la faisabilité économique de votre projet. Toujours dans élaborer son prix, il faut avoir en tête qu'il faut justement rechercher un équilibre entre la production d'une mission qui va générer un chiffre d'affaires, c'est ce que vous allez facturer à votre client, versus les tâches liées au développement de son activité de consultant. Et les tâches liées au développement de son activité de consultant, il n'y a aucun chiffre d'affaires associé. Il faut bien l'avoir en tête. Donc, il faut bien que ça se répercute aussi quelque part. Toute la partie du réseautage, la formation, parce que bien évidemment, demain, vous êtes consultant, vous continuez à vous former constamment à des outils, à des nouveaux logiciels. Tout dépend du domaine dans lequel vous êtes, mais en tout cas, dans tous les domaines, ça évolue et il faut impérativement que vous puissiez vous former. Sinon, vous devenez très vite has-been et la prestation que vous allez vendre à votre client, vous allez vous faire dépasser par les concurrents qui, eux, se forment. Et eux proposent, sont intéressés, sont curieux et ont trouvé des nouveaux outils, etc., etc. Donc, il y a la conception aussi et la mise à jour d'outils qui prend du temps, la prospection commerciale qui prend également du temps et puis également la communication, qui va vous prendre du temps aussi. Et celle-là, tout ça ne génère aucun chiffre d'affaires. Donc ça, il faut le prendre en compte. Quand on est parti de l'hypothèse tout à l'heure de 60% de jours facturés, voilà, c'est 40% pour faire tout le reste. Et là, je ne vous parle même pas, il n'y a même pas la compta, il n'y a pas la com, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Tout ce qui va être nécessaire pour gérer votre activité, mais que vous ne pouvez pas chiffrer directement. Alors, un prix trop bas, il faut faire attention parce que surtout quand on démarre en tant que consultant, parfois on se sent un peu imposteur, on n'est pas à l'aise avec le prix, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de forcément naturel pour tout le monde, et on a tendance à dire, en fait, tiens, c'est tant, non mais moi je propose un temps par jour, voilà,
Et souvent, c'est un prix trop bas qui nécessitera de faire plus de missions et laissera moins de temps pour le développement de votre activité. Donc, en fait, c'est le chat qui se mord la queue parce que du coup, si vous n'êtes pas à la bonne tarification dès le départ, vous allez devoir bosser plus que les 60% de jours facturés pour faire de la prod et moins de temps pour développer votre activité. Donc, au final, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir un retour sur investissement pour vous-même qui soit positif. Et il y a aussi quelque chose auquel il faut réellement penser dès le départ, c'est qu'un prix trop bas sera très difficile à remonter par la suite. On peut ajuster en expliquant, mais vous ne pouvez pas doubler un prix ou l'augmenter de 40% comme ça. Ce n'est pas possible. Vous pouvez expliquer dès le départ, comme je l'ai dit auparavant, vous avez un tarif jour moyen et que vous adaptez en fonction de la complexité de la mission et si vous devez faire appel à des prestats externes aussi pour vous accompagner. Parce que moi, ça m'arrive de me faire accompagner sur une mission bien précise par un avocat en droit social. Et dans ce cas-là, forcément, la prestation va être le prix va être plus important. Mais c'est explicable au client. Vous ne pouvez pas, pour la même prestation, dire j'augmente de 50%. Là, votre client, il dit non, ça ne va pas être possible. Même si vous le méritez au final. Mais comme vous êtes parti sur des bases X, ça va être compliqué pour faire le même job d'augmenter d'autant. Donc ça, il faut bien l'avoir en compte. Faut bien, le prix, c'est quelque chose qui se travaille. Et puis ensuite, qu'on a bien intégré, on est clair, on connaît la concurrence, on connaît sa valeur ajoutée, on connaît la valeur de son travail. Et donc, on se présente et le prix journée moyen, il est clair dans votre tête. Et on n'oscille pas. On est droit. Et en général, c'est comme ça que ça passe le mieux. Alors, les points et conseils. Les points d'attention et conseils. Il y a un point sur lequel, premier point sur lequel il faut faire attention, c'est la temporalité. Donc, ce temps, ce qui est important quand on est consultant, c'est d'aller chercher de la récurrence, d'avoir une activité cyclique. Donc, de la récurrence, c'est un client qui va vous faire travailler tout au long de l'année ou à des périodes bien précises, selon votre métier. Il y a des métiers où il y a plus de saisonnalité que d'autres, par exemple. Et le but, c'est justement d'aller chercher de la récurrence. Pourquoi? Parce que quand vous avez un client qui vous apporte de la récurrence au long de l'année et vous savez que vous avez 15 à 20% de votre chiffre, par exemple, quand on est tout seul, ça peut aller assez vite, de votre chiffre d'affaires qui est fait avec ce client. Attention, il ne faut pas qu'il soit non plus trop important. Parce que si votre collaboration s'arrête, ça va faire un grand trou dans votre trésor. Mais d'avoir un client à 15-20%, parfois ça peut être un peu plus en fonction des années, parfois un peu moins, eh bien, ça vous assure déjà, quand vous allez regarder votre business plan, justement, c'est de se dire, voilà, moi, avec le client X, j'ai 15%, 20% de mon chiffre d'affaires qui est fait, ma trésor, tout ça, c'est cool. Vous vendez votre temps, vous êtes une ressource limitée. Ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte parce qu'il va falloir apprendre à l'optimiser. Parfois, il faut savoir refuser une mission parce que le taux qui est proposé, déjà, vous êtes trop haut, parce que il vaut mieux justement employer ce temps pour une mission qui va vous rapporter plus. Et d'où l'intérêt d'avoir un réseau aussi de partenaires pour pouvoir confier cette mission à un partenaire qui fait la même chose que vous, avec qui vous avez pu passer par exemple un accord, ou bien de sous-traiter. À vous de voir, mais ça c'est l'aspect juridique. Mais l'idée c'est de se dire, est-ce que j'ai réellement une valeur ajoutée et est-ce que j'ai le temps pour cette mission? Si votre niveau d'expertise est bien au-dessus et que également vous pouvez vous permettre de tarifier beaucoup plus sur une autre mission, dans ce cas-là, forcément, je vous dirais, sous-traitez la mission, donnez-la à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis également, l'idéal, c'est de mixer des missions à court, moyen et long terme.
Ça, c'est le top. Ça vous donne une visibilité déjà en termes de planification, hein, à court terme, moyen terme, long terme, etc. Ce qui vous aussi vous apporte une certaine sérénité en matière de trésor. Le pricing, on l'a vu qu'on a souvent tendance à sous-pricer au début. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire ses recherches avant et se dire, OK, mon prix, c'est ça. Aller chercher de la récurrence, on l'a vu. Éliminer progressivement les mauvais payeurs, parce que oui, il y en a. Donc, à un moment donné, le but, c'est de ne plus travailler avec eux parce qu'ils vous payent 6 mois trop tard. Donc, ça fait quand même un sacré trou dans la trésor. Donc, ceux-là, au fur et à mesure, on ne travaille plus avec. Et puis également, il faut savoir travailler gratuitement quand c'est utile. C'est important, parfois, parce que ça va vous faire connaître, parce que c'est quelque chose aussi qui se rapproche fortement de vos valeurs. Là, je pense notamment aux associations. Donc ça, c'est à vous de voir entre vos valeurs personnelles et puis également l'exposition que ça peut vous donner. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire non, je ne travaillerai jamais gratuitement. Parfois, ça vaut le coup. Les conseils. Alors, ne pas s'isoler. Demain, vous êtes tout seul. Ça va être, vous allez voir, c'est up and down, surtout au démarrage, avant de se faire connaître, etc. Donc, il ne faut pas s'isoler. Il y a plein de moyens pour ne pas s'isoler. Il y a prendre un bureau de coworking, par exemple, intégrer des réseaux, il y en a plein, que ce soit des réseaux digitaux, mais ça peut être aussi des réseaux physiques. Il faut continuer la prospection lorsqu'on est en mission. Souvent, un des premiers écueils, c'est super, j'ai signé ma première mission et j'arrête tout et j'arrête la prospection, toute la partie commerciale. Donc ça, c'est très dangereux. Il faut toujours continuer la prospection parce qu'à un moment donné, cette mission va s'arrêter et il va bien falloir repartir sur autre chose. Ne promettez jamais la lune en termes de délai, en termes de compétences. Ça va avec l'intégrité dont je parlais en amont. L'idée étant que vous devez pouvoir proposer une mission avec un retour sur investissement, vous engager et avoir les compétences pour exécuter cette mission et respecter les délais. Ça, vous êtes mis d'accord en amont. Trouvez des partenaires, des prescripteurs, qui vont être aussi des personnes qui vont vous trouver des missions. Ça peut être, moi dans mon cas, peut-être des experts comptables qui conseillent des entreprises. Et puis parfois, ils ont des questions assez pointues et disent « Ah non, mais là, il faut que tu te fasses accompagner dans le domaine des ressources humaines. » Attends, je connais quelqu'un. Parce que moi, j'ai travaillé sur le réseau avec la chambre des experts comptables de ma région, par exemple. Des gens qui vont pouvoir vous recommander, en tout cas, et par lesquels vous allez pouvoir trouver des missions beaucoup plus facilement. Toujours penser à conserver un équilibre vie privée, vie professionnelle, super important, parce que si vous donnez tout votre temps à votre vie professionnelle, vous allez vous faire happer. Il vous faut aussi garder du temps pour votre vie privée. Je dis toujours, si avant vous faisiez du sport, bien, surtout continuez à en faire. Et sinon vous ne faisiez pas avant, surtout commencez à en faire. Il faut aussi s'oxygéner, s'aérer, penser parfois à autre chose. Et c'est là où les idées viennent aussi. Et puis, vous rechargez vos batteries. C'est hyper important. De vous récompenser aussi quand il y a des réussites, même des petites réussites, en faisant des choses que vous aimez faire. En tout cas, il faut continuer à avoir ses amis, il faut profiter de sa famille, etc. Donc, encore une fois, il faut être un bon gestionnaire, être bon en organisation de son temps. Tester son idée avant de se lancer. Vous pensez à vous mettre à votre compte, profitez de votre réseau, parlez-en à vos collègues, parlez-en à votre boss éventuellement, parlez-en à votre ami, etc. Et puis, allez chercher peut-être des professionnels en disant, voilà, moi j'ai pensé à lancer telle offre en termes de consultant indépendant, qu'est-ce que tu en penses? Testez votre idée. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Et puis, bien sûr, il va falloir révéler le commercial qui est en vous, parce qu'il va falloir vendre ses prestations. Donc ça se travaille. Créatif aussi propose des formations commerciales pour pouvoir vous développer en tant que commercial, avoir le bon discours, travailler sur ce discours, etc. Vous avez aussi plein de bons conseils sur Internet. Et après, vous pouvez vous faire former pour pouvoir vous développer et développer toutes ces compétences commerciales. Et bien sûr, la question d'où viennent les clients, eh bien du réseau et encore du réseau. Donc, il faut surtout ne pas hésiter. Enfin, c'est pas qu'il faut pas hésiter, il faut en parler tout autour de vous, à la moindre occasion. Et puis, un réseau, ça se construit, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher et que quand vous êtes en mission, il faut pas abandonner. Il faut toujours continuer à
avoir des initiatives pour créer ce réseau, le nourrir aussi, et puis savoir donner de son temps aussi aux autres sans rien attendre en retour. C'est aussi comme ça qu'on crée un réseau. Bon, tout ça est expliqué dans une formation, on verra après, que fait Créactif, devenir consultant indépendant, dont on reparlera juste après. Juste après, ceci, le caout, histoire de voir si vous avez bien écouté tout ce que j'ai pu dire Alors, du de coup, façon ludique. pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque certains sont venus exprès pour ta conférence, Virginie, est-ce que tu peux mettre la Ok. slide d'avant? Hop, Du pardon, coup, excuse-moi. il vous suffit d'aller sur kahoot.it. Alors, Tu peux lancer attends. Kahoot directement. Ah, ok, Alors, d'accord. vous Super. Hop. vous lancez sur kahoot.it. Hop, Tu le vois là, c'est bon? il faut que tu fasses play. Oui, oui. Hop. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour ceux... Alors, moi, il faut que je coupe le micro, par contre. Tu coupes le son de ton onglet. Donc, tu cliques sur le Je petit le vois pas. onglet. Là, il faut que tu ailles sur l'onglet Kahoot. L'onglet au-dessus. Ça ici? Non, je vois pas. Il faut que... À droite, là. Alors, il faut que tu ailles... Enfin, tu vas sur ta barre où il y a les 3 petits onglets. Ouais. Voilà. Et tu cliques droit et tu fais couper le son du site. Ah Comme ouais, ok. ça évitera de Complètement casser du les site. oreilles. Et voilà. Et là, Voilà. tu peux Super. lancer. Voilà. Alors, du coup, on va vous donner le code PIN pour vous connecter. Donc, le code PIN, c'est le 928 30 47. Donc, pour participer à ceux qui n'étaient pas là aux dernières conférences, merci de juste taper sur Safari ou sur l'application Kahoot. Donc, kahoot.it, vous vous connectez, vous rentrez bien le petit code PIN. Voilà, on va attendre que d'autres personnes se connectent. Pour les nouveaux qui ne savaient pas comment ça marchait. Donc voilà, vous avez juste kahoot.it, donc soit sur Google Chrome, soit sur Safari, directement sur votre smartphone. Vous rentrez le code PIN et on va pouvoir commencer les petites questions pour voir si vous avez bien suivi ce que Virginie vous a expliqué dans cette conférence. Ouais, sachant que ça reste très ludique, tout ça. Oui, c'est quand même ludique. Ouais. Je vais attendre encore 1-2 minutes que tout le monde se log. Voilà, on a encore les derniers qui se connectent. Allez, encore 15 secondes, que les derniers se connectent et après on va lancer. Allez Virginie, tu peux lancer. Allez, start. Trop tard pour les autres. Alors, c'est parti. Ok. Alors, vrai ou faux? Pour être un bon consultant indépendant, il faut surtout savoir vendre du rêve. Easy. J'espère. Alors, il faut également répondre vite. Oui, c'est aussi un jeu de rapidité. Hein. Ouais. Vous Pour avoir gagnez la bonne réponse, il faut répondre le plus rapidement possible pour faire partie du haut du classement. plus que 5 secondes. Oui! Bon, il y en a quand même 14 qui ont répondu que c'était vrai. Alors, il faut savoir vendre du rêve. Non, pas vraiment.
Mais je comprends que ça a pu être tentant, effectivement, pour les 14 qui ont dit oui. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour rendre la vie plus facile à notre client en leur proposant quelque chose, une solution qui est adaptée à leurs besoins, dans un délai qui est fixé ensemble, avec des moyens qui sont fixés ensemble, et avec des compétences que vous avez, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas de vendre des paillettes et puis après, il n'y a plus rien parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on ne sait pas tenir les délais, etc., etc. Donc, non, on n'est pas là pour vendre du rêve. On est là pour vendre du conseil et réaliser nos objectifs sur lesquels nous nous sommes engagés. Je passe à la question suivante. Je ne peux pas vous entendre, j'espère que vous êtes prêts. Hop. Alors, ah oui, alors avant, la question suivante. Bravo Laetitia, Benjamin, Cécile CC, MFS, Cafis, superbe. Vous êtes les 5 premiers. Allez, on y va. Pensez bien qu'il faut avoir la bonne réponse et il faut être hyper rapide. Le prix de votre prestation est fixé selon la tête du client, les saisons, le prix du marché, le prix que votre client est prêt à payer. Il y a plusieurs réponses possibles. Allez, plus que 6 secondes. 3, 2, 1. Fini. Alors, les 2 bonnes réponses étaient à droite, la bleue et la verte. Donc, effectivement, majoritairement, vous avez répondu ces 2-là. Alors, les saisons, bien sûr, c'était un piège. La tête du client, bien évidemment que non, bien que parfois, je pense que certains consultants peuvent être un peu tentés de le faire, mais non, c'est pas en fonction de la tête de client qu'on fixe son prix. On le fixe bien en fonction du marché, de la concurrence et le prix que votre client est prêt à payer. Attention, on ne descend pas en dessous d'un certain seuil qu'on s'est fait fixer. Hein. Je vous rappelle, on a un taux journalier moyen et puis on a une marge entre là et là. On ne va pas là. Et en fonction des saisons, non. On n'augmente pas les tarifs parce que nous sommes en été ou en hiver. Parfois, il y en a qui peuvent profiter de l'occasion, sachant qu'il va y avoir un manque de ce type de compétences à une saison. Ça peut arriver. Mais attention, il peut y avoir aussi un retour de bâton. L'idée, c'est quand même de créer de la récurrence et qu'on fasse appel à vous. Donc, si vous profitez de l'occasion, vous savez que votre client est un peu dans la panade, vous risquez de ne pas avoir des super relations avec lui et dans le futur, il ne va pas vous faire de la pub déjà et dans le futur, il y a quand même peu de chances qu'il retravaille avec vous. Donc, je dirais attention à la tentation. Alors, les résultats. Bravo Benjamin. C'est Benjamin. Non. Ouais, Benjamin, Clubber, Cécile CC à nouveau, Jordan et Ti. Bon, Cécile, elle était là aussi tout à l'heure, donc impeccable. Super, bravo, bravo. Allez, on continue, la dernière. Attention, rapidité attendue. L'important quand on est consultant, c'est de s'efforcer de trouver des missions récurrentes, mixer des missions à court et moyen long terme, ne jamais travailler gratuitement et développer constamment son réseau. Il y a plusieurs réponses possibles. Choisissez les bonnes. Oui, effectivement. Hein. L'important quand on est consultant, c'est de s'efforcer de trouver des missions récurrentes. Comme je disais là précédemment, c'est one shot avec un client, c'est bien, mais c'est beaucoup de prospection. C'est pour un client, une mission, et puis ça s'arrête. C'est un peu dommage. L'idée, c'est de travailler avec des clients qui sont contents de vous et qui vont faire appel à vous pour vos différentes compétences. Et puis pour votre trésorerie, c'est super aussi. Vous avez de la visibilité sur l'année, c'est confortable. Et puis c'est intéressant aussi. Ça devient un vrai partenariat.
Donc oui, pour la rouge, mixer des missions à court et moyen long terme, bah, pareil, ça c'est l'idéal, hein, et ça vous permet aussi de la planification avec plus d'aisance. Et c'est bon pour la trésor. Développer constamment son réseau, ça c'est clair, même quand vous êtes en mission, vous continuez. Les déjeuners, hop, hein, alors, évidemment en ce moment les déjeuners c'est un petit peu compliqué, mais ça peut être aussi passer un coup de fil à quelqu'un de votre réseau avec lequel vous n'avez pas eu de lien depuis un certain moment. Il faut le faire vivre ce réseau. Et pour le faire vivre, il faut se bouger. Et puis là maintenant, bientôt tout va réouvrir, donc du coup va falloir en profiter et enfin, vous n'y êtes pas encore, mais toujours constamment développer son réseau, surtout quand vous êtes en mission, parce qu'on a tendance à l'oublier. Ne jamais travailler gratuitement, ben non, ça c'était la mauvaise réponse, parce que parfois ça vaut le coup de travailler pro bono. Ça vaut le coup pour plusieurs raisons, j'en ai cité deux tout à l'heure. C'est vrai que par rapport à vos valeurs, travailler pour une association à titre gratuit, vous en faites la pub ou pas la pub, ça encore, ça fait partie, c'est votre décision, c'est votre com, c'est vos valeurs. Et puis au-delà du domaine associatif, il y a également parfois le fait d'intervenir ou de travailler pour, par exemple, moi j'ai fait pour une start-up qui avait besoin d'un coup de main pour soulever des fonds. Je les ai accompagnés pour cette levée de fonds et sans me dire ils vont forcément me faire travailler derrière ou pas. Ils m'ont fait travailler derrière, c'est super. Ils ne font pas travailler, ben, c'est pas grave. Moi j'ai fait quelque chose de sympa avec eux et comme ça s'est très bien passé, je sais qu'ils vont me recommander à d'autres, etc. quoi. Et ça m'a plu de faire ça. Voilà, parce que ça fait partie de mes valeurs, le partage, etc. Donc, à vous de voir en fonction de vos valeurs, mais il ne faut jamais se dire non, il ne faut jamais travailler gratuitement. Non, ça, ce n'est pas la bonne approche. Voilà, alors ça nous donne quoi dans le score? Le podium, 5206. AM, Clubber et 5301. Donc, je ne sais pas qui se cache. Ah, voilà, c'est Laetitia. Bravo Laetitia, bravo Clubber, bravo AM. Vous avez été super rapide. Bon, les questions n'étaient pas super compliquées. Par contre, vous avez été notamment très, très rapide. Bravo à vous trois. Alors, c'est fini pour le caout et je vais vous remettre. Alors, j'espère que oui, c'est bon. On revoit super. Bien. Donc, du coup, j'espère que ça vous a plu, cette demi-heure passée sur votre devenir consultant indépendant. Sachez que Créatif fait une formation dédiée à devenir consultant où on peut vous accompagner de A à Z sur votre projet. Alors, en plus, on vient de lancer une nouvelle formule pour cette formation-là, parce que voilà, on adapte aussi notre offre en fonction des demandes des clients. Et en fait, pour devenir consultant indépendant, c'est un peu spécifique. On propose maintenant un parcours de formation avec 28 heures de formation en groupe, plus 6 mois d'accompagnement individuel. Comme ça, on vous suit vraiment sur du long terme. Et on a également 6 mois, vous avez également 6 mois d'accès à la plateforme Créatif, où là, c'est une plateforme où vous allez retrouver du contenu en ligne. Donc, ce que vous voyez en formation, mais aussi du contenu supplémentaire. Donc voilà, c'est une nouvelle formule qu'on vient de lancer parce que ça a été vraiment une demande des clients. Donc, je vous mets le lien de la formation si vous voulez en savoir plus. Cette formation-là, elle est éligible au CPF comme toutes les autres. Voilà, elle est juste un peu plus longue dans le temps puisque vous devez faire 6 mois d'accompagnement individuel en plus. Vous êtes vraiment accompagné. Et aussi, vous avez la possibilité de faire une journée d'immersion aux côtés d'un consultant indépendant pour voir, lui, comment il fonctionne. Voilà. Alors, il y avait eu des petites questions. On va reprendre les petites questions. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur cette formation-là. En tout cas, ce qui est vraiment top là dans la formation qui est proposée, là, Juliette, si je peux me permettre, c'est vraiment l'accompagnement parce que je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à l'isolement, etc. Là, du coup, vous avez les prérequis pour déterminer votre offre. Enfin oui, de toute façon, cette formation, je la connais. Hein, c'est trouver tes clients, ton offre, ta valeur ajoutée, la différenciation, etc., etc. Et puis après, c'est pas, vous avez la formation, puis ça s'arrête quoi. Parce que le plus dur, il vient après. Une fois que vous avez fait tout le travail, après, c'est d'aller sur le terrain, etc. Et là, l'accompagnement, d'être accompagné pendant 6 mois, il y a une vraie valeur ajoutée, là, du coup. Parce que de temps en temps, vous verrez, il y a des moments
cool, puis il y a des moments moins cool, quoi. Et quand vous avez un référent, quelqu'un avec qui vous pouvez justement échanger, qui vous remet un peu les idées en place parfois, il y a besoin, enfin, c'est top, quoi. C'est la bonne option, je trouve. Oui, alors du coup, le prix de l'accompagnement. En fait, l'accompagnement est compris dans la formation. Donc, vous faites vos 28 heures de formation en groupe. Ça vous permet d'avoir plusieurs consultants formateurs, dont Virginie. Mais surtout, ça vous permet aussi d'être en groupe avec d'autres futurs consultants indépendants et vous créez ainsi, vous commencez à créer votre réseau. Et puis, vous pouvez échanger avec des personnes qui sont exactement dans la même dynamique que vous à ce moment-là. Et après, vous avez les 6 mois accompagnement, donc les 6 heures d'accompagnement. Donc, c'est 1 heure par mois pendant 6 mois après votre formation de groupe. Et votre journée d'immersion aux côtés d'un consultant indépendant, vous la faites au moment où vous voulez. Nous, on vous recommande plutôt de la faire après avoir au moins fait votre formation de groupe. Vous pouvez aussi… Ouais. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste rajouter, pour l'avoir vu dans les différentes sessions que j'ai animées, il y a aussi ce phénomène de groupe. Vous êtes en groupe, vous allez tous devenir consultants indépendants et il y a vraiment une synergie et une énergie dans ce groupe qui se constitue et avec lesquels vous allez vous suivre. Alors certains, pendant très très longtemps, voire des années, mais en tout cas, c'est un réseau qui se forme aussi. Et ça, c'est très très important. Et ça va vous aider pour surtout la dans suite. ces groupes-là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'insiste sur cette formation précisément. Alors, l'accompagnement, il peut se faire à Paris dans nos locaux. Maintenant, comme vous avez des rendez-vous que vous fixez comme vous voulez, si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez les faire en visioconférence avec les formateurs. Donc ça, vous pouvez très bien faire une petite visio avec juste vous et le formateur. Donc, pas besoin obligatoirement de venir sur Paris. Pareil pour la formation en groupe. Soit vous la faites sur Paris en présentiel dans nos locaux, soit vous vous connectez à distance, qu'on appelle la classe virtuelle. Voilà. Donc, les deux possibilités. Le but, c'est aussi voilà, de ne pas toucher que des gens qui souhaitent se lancer sur Paris. Donc, si vous êtes en province, il n'y a pas de souci, vous pouvez participer à la formation. Cette formation, elle coûte, du coup, parce que on me le demande, 2 390 €. Et elle comprend vraiment tous les éléments, la formation de groupe, l'accompagnement individuel, la journée d'immersion et l'accès à la plateforme avec du contenu supplémentaire. Cette formation, elle est bien évidemment éligible au CPF, donc vous pouvez vous la faire financer, soit par le CPF, soit par un autre dispositif. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas assez de budget CPF, par exemple, ou si vous voulez utiliser un autre dispositif, je vous invite à prendre rendez-vous avec nos conseillers entrepreneuriat. Déjà, ils réaliseront un diagnostic de votre projet en tant que consultant indépendant. Et après, ils verront comment vous pouvez faire financer cette formation-là, sachant qu'elle est prise en charge dans 99% des cas. J'insiste bien là-dessus. Alors, pour la formation en groupe, nous, notre volonté, c'est vraiment de faire des petits groupes, notamment dans cette formation-là. Voilà, donc vous allez être 10, 12 maximum. Le but, c'est quand même que vous échangez avec d'autres personnes, mais on essaye vraiment de ne pas faire des groupes à 20, à 30, à 40. C'est pas du tout, voilà, c'est pas top pour échanger et pour vraiment bien apprendre. Donc, du coup, voilà, on limite vraiment les petits groupes. Et votre budget CPF, pour savoir votre montant, il vous suffit de créer un compte sur mon compte formation. Je vais vous donner le petit lien. Je vous le mets directement dans le chat et vous allez avoir le montant de votre budget CPF. Et il y en a beaucoup qui ont dit, effectivement, vous pouvez rentrer vos heures de DIF, qui était le dispositif d'avant. Vous avez jusqu'en juin pour le faire. Donc, sinon, vous perdez vos heures. Si vous avez été salarié avant 2015. Voilà, donc activez bien votre compte. Donc, c'est le site du gouvernement où vous avez vraiment vos droits à la formation. Donc, c'est l'État qui gère vos droits à la formation. Une fois que vous avez le montant de vos droits, vous voyez si vous pouvez vous faire financer la formation en totalité ou en partie. Si c'est en partie, si vous avez votre montant, il n'est pas suffisant, vous appelez bien nos conseillers entrepreneuriat. On essaye de trouver une solution, un autre dispositif pour que vous fassiez financer cette formation-là. Voilà.
hop, je vous remets le lien de la formation consultant indépendant. Comme ça, vous avez accès à tout le détail du programme. Voilà. Et puis, il y avait quelques petites questions. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur la formation? Sinon, il y avait des questions aussi sur ta conférence. Alors, combien il y a de formateurs sur cette formation? Eh bien, plusieurs. Donc, il y a Virginie qui intervient. Vous avez aussi Corentin qui intervient sur cette partie-là, que vous avez vu ce matin. Il y a aussi Guillaume Bordeaux-Montrieux qui intervient ce matin. Donc, le but, c'est que vous ayez vraiment plusieurs formes. Sur la formation de groupe, vous allez voir plusieurs personnes. Il n'y aura jamais un seul formateur sur une formation. Merci de couper vos micros. Voilà, donc vraiment, vous avez plusieurs formateurs tout au long de la formation de groupe. Voilà. Alors, j'avais quelques petites questions. Comment évaluer le prix lorsque la concurrence ne le communique pas ou comment faire la taupe? Alors, vous avez quand même pas mal de façons. Déjà, vous tapez, déjà vous avez Google, votre ami Google, enfin Google ou n'importe quel explorateur. Vous allez regarder les consultants dans votre domaine d'activité. Et puis vous allez voir, quand ils ont des sites internet, il se peut qu'ils affichent leur grille tarifaire, tout simplement, premièrement. Ensuite, vous avez plein de plateformes où on propose ces prestations en tant que consultant indépendant. Par exemple, vous avez Malte, vous en avez plein d'autres. Et là, vous pouvez aller voir, vous allez sur l'application Malte et vous regardez les personnes qui font la même chose que vous. Et vous allez voir leur tarif journalier. Ça va vous donner une idée. Après, attention, ça peut être de là, ça peut être d'ici à ici. Donc, il va falloir aussi aller faire des recherches sur les personnes, quelle est leur expérience, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, leur niveau de compétence, etc., etc. Et puis après, vous allez aller dans des réseaux, et notamment des réseaux aussi physiques, pour aller à la pêche à l'information et dire combien est-ce que tu factures ta journée. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure. Il va falloir aller chercher l'info de façon digitale, mais aussi de façon physique. Puis à un moment donné, vous allez recouper les infos et puis ça va vous donner à peu près une idée du prix sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis regardez, vous avez peut-être des collègues aussi qui sont mis à leur compte. Combien est-ce qu'ils prennent la journée? Regardez déjà dans vos relations proches, qui pourrait, est-ce que vous avez pas un cousin qui connaît un tel C'est pour ça qu'il faut absolument parler de son projet le plus rapidement possible pour que vous soyez mis en contact avec des personnes qui exercent votre profession, qui vont vous dire « Ah non, non, mais c'est pas 600, c'est pour ce que tu fais là, on est plutôt dans 800, 850. Moi, mon entreprise, elle prend des consultants pour faire ce que tu fais aux alentours de 850 € au jour, etc. » Et vous allez confirmer l'information sur l'information que vous avez trouvée sur Internet. Donc, au fur et à mesure, on recoupe assez vite. Ça ne prend pas 3 mois à déterminer quelle est son offre. Vous connaissez déjà forcément quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous donner une première info, puis après vous allez en chercher une autre, etc. Sur Internet, vous avez énormément d'informations. Par contre, c'est toujours la même chose, ça reste Internet. Il y a du bon et du moins bon, mais ça va vous donner aussi une idée que vous allez recouper avec plein d'autres informations. Voilà. Alors, pour développer le problem solving, comment faire? Comment on évalue cette valeur ajoutée? Ah, ça, c'est son côté créatif. C'est le côté où… alors, comment est-ce que vous évaluez? Eh bien, dites-vous, est-ce qu'un jour, vous allez se retrouver dans une situation où vous ne voyez pas de solution? Et puis, tout à coup, vous dites, le matin, vous vous levez, dites, c'est bon, je sais comment faire. Là, je pensais tout le temps comme ça, maintenant, je vais regarder comme ça et je vais réussir à contourner. Voilà. C'est ça, problem solving. C'est de se dire, à un moment donné, il y a une problématique qui est identifiée, je dois trouver une solution. Et puis, toutes les solutions que je vois, c'est pas possible. Donc, il faut regarder la situation d'une autre façon, etc. Donc, vous avez appuyé les yeux, sur votre expérience personnelle, professionnelle, savoir si vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous aviez du mal à vous sortir de cette situation, à ne pas voir la solution, et puis au final, vous l'avez trouvée. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas des gens qui nous apportent des problèmes, on attend des gens qui nous apportent des solutions. Encore plus quand on est consultant. Dans le cadre de la confidentialité, est-ce qu'on a quand même le droit, dans une démarche de com, de dire qu'on a travaillé avec cette entreprise sans dire le sujet? Avec l'accord du client. Il faut lui demander.
S'il est d'accord, il n'y a aucun problème. Ok, alors je regarde les nouveaux messages. Alors, il y avait une question sur la formation. Est-ce que ça inclut une journée avec un consultant? Alors oui, vous dans la formation, dans le parcours de formation, vous avez une journée d'immersion où vous devez être aux côtés d'un entrepreneur, donc d'un chef d'entreprise qui est dans votre secteur. Voilà. Donc ça, on l'a rajouté aussi. C'était pas forcément quelque chose qu'on faisait avant, mais du coup, on l'a rajouté suite au retour client. Le nom de l'application, vous pouvez regarder, c'est bien Malte. C'est un site que Virginie vous a donné. MALT. Voilà, MALT. Que pensez-vous des plateformes de réseau type Colibi ou autres? Moi, je ne vais pas être là pour dire du bien ou du mal. Je pense que des plateformes de réseau, il y en a plein. Il y a aussi plein de plateformes d'événementiel aussi hein, qui peuvent être hyper intéressants. Vous pouvez vous retrouver par domaine d'activité. C'est un bon moyen de pouvoir échanger. Faites-vous à votre idée. Testez. C'est comme les réseaux professionnels. Il en existe des centaines. Il faut trouver celui qui vous correspond par rapport à vos valeurs, par rapport à la fréquence à laquelle vous devez être présent, etc. Moi, je dirais, soyez curieux, allez chercher. Euh, Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bon, c'est mauvais, etc. Dans la formation qu'on anime, on propose plein de possibilités. C'est à vous après d'aller regarder, de voir là où vous vous sentez à l'aise, etc. Donc profitez, soyez curieux surtout. Comment tester son idée avant d'être lancé? Devons-nous, par exemple, proposer de faire des missions gratuitement? Alors, quand je disais tout à l'heure, tester votre idée, c'est déjà premièrement la communiquer. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à toute personne qui pourra avoir un regard. Alors bien sûr, des personnes bienveillantes, hein, bien évidemment. Mettez-vous dans un forme de climat de confiance, mais avec des gens qui vont vous dire les choses en disant bah oui, c'est vrai. Surtout vos collègues, par exemple, ils vous connaissent bien en général. Ils connaissent bien votre personnalité, ce que vous êtes capable de délivrer, etc. Donc déjà, testez l'idée de devenir consultant. Et puis ensuite, consultant en quoi? Bon, en principe, c'est par rapport à votre expertise, hein, bien évidemment. Mais c'est ça l'idée aussi, c'est d'échanger pour pouvoir voir déjà est-ce que ce serait possible, pas possible, quel retour on vous fait, pour vous conforter dans l'idée si vous en avez besoin. Puis ensuite, il y a tout le reste de la démarche qui va être de créer votre offre, notamment, enfin votre cible, regardez votre cible, votre offre, vos éléments de différenciation, etc. Enfin, tout ce que propose la formation. Et là, vous allez tester après vis-à-vis des clients. Et là, pour répondre à la question, parce que comme je ne peux pas parler à la personne, je ne sais pas exactement ce qu'elle a en tête quand elle pose la question, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est faire marcher vos relations. Euh, Demander à quelqu'un de vous donner le contact d'une personne qui pourrait être susceptible d'être intéressée par votre prestation. Et là, vous la confrontez avec, bah, voilà mon offre, voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et là, tu as le dirigeant, souvent en face, un chef d'entreprise qui va dire, alors là, complètement, surtout si vous faites ça, ça et ça. Moi, j'ai vraiment un besoin de ça. C'est difficile à trouver. Ou certains qui vont dire, bah non, moi, pas du tout. Par contre, bah, je vous donne le nom d'une personne qui pourrait être intéressée. Et c'est comme ça, au fur et à mesure. Et c'est aussi comme ça que vous allez affiner votre offre. C'est également pour qu'elle corresponde bien au marché. Voilà. Donc, il faut communiquer. Petite question. Oui. Alors, comment être crédible auprès de futurs clients sans avoir de nombreuses années d'expérience dans le domaine pro concerné? Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est toujours la problématique, hein. On démarre bien un jour. Alors, en général, on a une expertise quand on se met en tant que consultant, donc on va se baser sur cette expertise, sur ce niveau de compétence quand on était salarié. Et de la même façon, on va vendre ce qu'on a été capable de mettre en place. Dans quelle situation on s'est retrouvé et ce qu'on a mis en place. Et quelles compétences vous avez su utiliser pour pouvoir faire le job. Et bien là, c'est pareil, vous le proposez de la même façon, dans un contexte qui est différent parce que vous êtes extérieur à l'entreprise, et c'est même super parce que vous allez pouvoir leur dire à quel point tout va être confidentiel, vous avez un œil qui est complètement extérieur et que
et que vous n'êtes plus du tout dans un contexte d'organisation salariée, machin, nan, nan, et tout ce que vous pouvez leur apporter justement en étant extérieur. Donc, ça, vous allez pouvoir leur vendre. Mais appuyez-vous sur votre expérience professionnelle. Et dernière question, comment gérer la confidentialité quand on a besoin de données bancaires? Je trouve très difficile d'en discuter avec le client. Alors, des données bancaires, je ne sais pas exactement de quoi on parle, mais je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai souvent accès à tous les fichiers de salaire. Notamment quand je fais de l'audit, j'ai accès à tout, quoi. Après, c'est comme partout, quoi. De toute façon, moi, je signe un accord de confidentialité et puis il n'y a rien qui sort. Et je vois pas trop en termes de données bancaires. Alors, je vais voir, enfin, si vous pouviez préciser votre petite Parce que là, je vois question. pas. Ou alors, c'était quand on parle de compte ou qu'on en a besoin de données bancaires. Si on a besoin de données bancaires, Il n'y a pas de souci, hein. Vous demandez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire la mission dans les moyens, par exemple. Parfois, ils n'ont pas l'habitude et il va falloir leur dire, par exemple, moi, si je fais un audit, je vais leur dire, voilà, vous êtes bien conscient que je vais devoir avoir accès à l'ensemble des fichiers de paye, etc., etc. Donc, c'est très clair. C'est les moyens pour pouvoir réaliser ma mission. Si la personne, ça lui pose un problème, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, je vais lui dire, vous savez, il y en a qui donnent leur confiance petit à petit. Alors, je dis, écoutez, dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas intervenir sur cette partie-ci. Je vais plutôt travailler sur l'évaluation de la performance, etc. Enfin, il a d'autres précisé pour domaines. de la création de sites, j'ai besoin de certaines informations du client pour mettre en œuvre l'ensemble. Voilà, Virginie a compris l'idée, merci. Tu as répondu à ta Voilà, question. c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà, et Faiza, tu as posé une question sur le statut juridique. Je t'invite C'est pas moi. je t'invite plutôt à participer à notre conférence. C'est la dernière conférence de la journée qui s'appelle Comprendre et choisir son statut juridique. Ouais. Et là, Laïla pourra vraiment te répondre pour choisir le meilleur statut juridique en tant que coach. Voilà, allez, dernière petite question et après on vous laisse. Quel est le meilleur moyen de se construire le toolkit pour animer ses sessions avec les clients? Pour animer les sessions. Est-ce que Frédéric, tu peux nous préciser ta question? Oui, parce que animer des sessions, moi, j'ai pas l'impression d'animer. Alors, j'anime des sessions de formation, mais j'anime pas des sessions de consultance. Enfin, alors, si Frédéric, tu peux nous préciser. préciser la question, ta petite question. Surtout les sessions d'animation. Qu'est-ce que tu entends par session d'animation? Après, le toolkit, le temps que Frédéric réponde, le toolkit, alors ça dépend de vos. Alors, non, je sais pas de quoi il parle. Est-ce que c'est pour la partie commerciale, de savoir. Moi, j'ai une présentation PowerPoint, par exemple. J'ai la longue et la courte, hein, que j'adapte en fonction de mon interlocuteur. Encore une fois, c'est important de vite détecter qui est votre interlocuteur et adapter votre communication à votre interlocuteur. Je ne présente pas la même chose en fonction de mon interlocuteur. Donc, mon toolkit, c'est déjà, j'ai pas de brochure. J'ai rien de papier, moi. J'ai tout en digital. Les outils qui vont être transmis au client pour s'améliorer dans le domaine pour lequel il nous fait intervenir. Voilà, parce que certains demandaient ce que c'était un toolkit. Ah, d'accord. Ouais, c'est l'ensemble des outils, en fait. Hein. C'est l'ensemble des outils que vous avez. Tool, ça veut dire outil en anglais. Et kit, OK. Donc, c'est un ensemble d'outils que vous avez qui vous servent alors pour différentes choses, hein, pour vous présenter auprès du client, pour votre argumentaire client. Et puis après, moi, j'ai plein d'outils, mais qui sont propres à ma profession, comme un système d'évaluation de la performance, comme des définitions de fonctions, enfin bon, des grilles salariales, etc. Ok, très bien. Il y a une dernière question sur les banques ou les structures où on peut solliciter des aides pour le financement de son projet. Eh bien, on y répondra aussi cet après-midi, puisqu'il y a une conférence sur les aides sociales et fiscales pour créer son entreprise. Donc, ça me permet de faire un enchaînement. Donc, pour tout ce qui est juridique et aide sociale et fiscale, mais aussi comptabilité,
Ça sera cet après-midi. Il y a aussi une table ronde avec des témoignages d'entrepreneurs passés chez Créactif. Donc, merci beaucoup pour vos questions. On se retrouve à 14 h. Vous retrouverez du coup Virginie en formation chez Créactif. Elle anime la formation devenir consultant en partie, mais aussi des formations plutôt côté RH ou anglais à destination des chefs d'entreprise. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, il n'y a plus de créneaux pour ce midi. On est victime de notre succès, mais il y a encore beaucoup de créneaux disponibles cet après-midi, mercredi, vendredi ou encore la semaine prochaine pour faire un diagnostic gratuit de votre projet et puis aussi pour parler des formations, notamment de la formation devenir consultant si vous voulez un peu plus de détails sur le programme. Voilà, merci beaucoup. Merci Virginie. Ok, super. Merci Au beaucoup à revoir. tous et bon déjeuner.